Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Bruit qui court. Mathieu m'a emmené dans un endroit un peu bizarre entre deux murs. Je pense qu'on peut y voir une métaphore de d'un côté on a l'extrême droite et de l'autre côté on a Macron. Et puis nous on va pousser les murs et on va se faire de l'espace. Et on en aura besoin de se faire de l'espace parce que ça y est, pour de bon, c'est la rentrée maintenant. Et c'est une rentrée qui est largement antisociale. Si on accumule d'un côté l'entrée en vigueur par exemple de la réforme de l'assurance chômage qui est entrée en vigueur vendredi, qui fait perdre 17% en moyenne d'allocation aux chômeurs, et c'est en moyenne, pour 400 000 personnes, ce sera près de 40%, même plus de 40% qu'ils vont perdre, et c'est un cocktail explosif qui est complété par un budget qui a été présenté par le gouvernement largement en faveur des plus riches, qui multiplie encore les cadeaux, et à ça vous rajoutez l'explosion, la flambée des prix de l'énergie, du gaz, de l'électricité. Bref, on voit que comme d'habitude, Emmanuel Macron va continuer à faire la poche des plus pauvres et d'ailleurs à s'attaquer aux chômeurs plutôt qu'au chômage. Et dans le même temps, on nous parle que de Éric Zemmour, de l'extrême droite, de sa montée. Heureusement d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon a un peu damé le pion et vous avez certainement vu le débat et ça fait du bien d'avoir une opposition franche, d'avoir deux mondes qui s'opposent complètement et de voir de quoi Zemmour est le nom. Et d'ailleurs, je pense qu'il est le pire de Marine Le Pen, ça on le savait déjà, notamment sur les questions migratoires, etc. Mais aussi le pire d'Emmanuel Macron avec un programme économique libéral, anti-pauvre, anti-chômeur, il veut repousser l'âge de départ à la retraite, etc. Et c'est ça qu'on a pu voir. Et dans ce paysage politique, on a maintenant un candidat pour les écolos, Yannick Jadot, vous l'avez certainement vu, qui est une victoire d'ailleurs assez serrée. Et c'est intéressant de voir ce qu'a pu soulever d'ailleurs Sandrine Rousseau. Et je pense que beaucoup des électeurs, en réalité, de cette primaire écolo ne se retrouvent pas dans la candidature de Yannick Jadot qui représente une forme d'accommodation du système, donc ce sera intéressant à suivre et je pense que dans ce contexte-là, on peut essayer d'avoir une candidature, la nôtre, mais qui peut s'élargir aussi pour représenter une véritable rupture avec le système dont on a besoin. Voilà, ça c'était un peu en introduction. Pour ceux qui suivent pour la première fois, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la page YouTube. Et dans ce paysage politique, nous on va essayer de continuer à faire des propositions. Et une des propositions phares qu'on porte, c'est le blocage des prix des produits de première nécessité, notamment du gaz et de l'électricité. Je vais essayer de vous décrypter un peu tout ça dans cet AQC, de comment on en est arrivé à une telle flambée des prix, de la responsabilité de la Commission européenne. Je vais vous parler de ma petite ligne de TER entre Marseille et Nice. Et enfin, pour conclure, on va retourner au coin des lobbies avec ni plus ni moins que les lobbies qui nous proposent une forme de justice parallèle. Allez, c'est parti, générique. Vous l'avez sûrement vu ou vous allez le voir malheureusement sur vos factures d'électricité, de gaz, les tarifs de l'énergie littéralement explosent et on risque de se retrouver cet hiver face à une catastrophe sociale. D'ailleurs, n'en déplaise à BFM qui s'est complètement planté dans son fact-checking du débat entre Jean-Luc Mélenchon et Zemmour, qui avait affirmé qu'on ne coupait pas l'électricité en plein hiver à des ménages qui ne pouvaient pas payer leurs factures, alors que malheureusement ça arrive à de trop nombreux ménages et que ça risque d'arriver encore plus justement avec ces prix qui explosent. On est à plus 32% d'augmentation du prix du gaz depuis début 2019. On vient de se manger là au 1er octobre une nouvelle augmentation de 12% et c'est à peu près la même trajectoire pour l'électricité puisque au 1er janvier prochain, on aura une augmentation encore de 12% du tarif de l'électricité. Pour vous donner une idée, pour un ménage moyen, ça fait au moins 150 € par an en plus sur donc les factures d'électricité. Et évidemment, ça se fait dans un contexte où on a déjà plus d'un tiers des Français qui ont du mal à payer leurs factures d'électricité en France et 3,5 millions de personnes qui sont dans une situation de précarité énergétique. Et ça crée une situation explosive d'une potentielle catastrophe sociale, ce d'autant plus que en pratique, ces hausses, elles pénalisent 10 fois plus les ménages les plus pauvres que les plus aisés, parce que forcément une augmentation du tarif, quand on gagne beaucoup d'argent, ça n'aura pas le même impact sur le pouvoir d'achat. Et la France n'est pas un cas isolé, en réalité c'est partout dans l'Union européenne que les prix d'énergie augmentent 15%, 20%, 30% dans certains pays, parce que
une des causes et des sources de cette augmentation des prix de l'énergie, c'est bien la politique qui a été menée par la Commission européenne et largement soutenue par Emmanuel Macron, qui a consisté tout simplement à privatiser à marche forcée le secteur de l'énergie, vous le savez, GDF pour le gaz, EDF pour l'électricité, qui étaient des entreprises 100% publiques qui ont été petit à petit privatisées parce que l'objectif de la Commission européenne était de créer un grand marché de l'énergie concurrentiel censé, et je dis bien censé, faire baisser les prix. On a vu en pratique ce que ça a donné, par exemple juste pour le gaz, depuis la privatisation de GDF, il me semble que c'était en 2014, le prix du gaz a été multiplié par quasiment 2. Et c'est ça aujourd'hui la conséquence de prédateurs, d'entreprises qui veulent en fait s'enrichir sur le marché de l'énergie. Et à ça, vous rajoutez des espèces de jeux de poker dans lesquels les pays pétroliers et pays gaziers, c'est le cas de la Russie notamment, jouent sur la rareté pour faire augmenter un peu artificiellement les prix de l'énergie. Et en plus de ça, des spéculateurs en tout genre qui investissent le marché carbone sur lequel se trouve l'énergie, ce qui fait augmenter le prix des quotas. Et donc, à la fin, ce qui fait augmenter le prix de l'énergie. Donc on voit très bien que à la source et à la cause de ce problème, il y a bien cette volonté de faire du marché européen un grand marché de la concurrence qui en réalité est payé au prix fort par les plus pauvres. Et face à cette situation explosive partout en Europe, c'est intéressant de voir ce qui s'est fait en termes de réponse politique. Par exemple, en Espagne, ils ont réduit le taux de TVA sur l'énergie de 21 à 10%. Ils ont aussi plafonné le tarif régulé du gaz pour les familles et aussi pour les petites entreprises qui payent le prix fort. Et enfin, et ce qui est, je crois, parmi les trucs les plus intéressants, ils ont taxé les producteurs d'électricité pour prélever en tout plus de 2,6 milliards d'euros qu'ils ont ensuite redistribués aux ménages, notamment pour leur venir en aide, pour payer leurs factures d'électricité. Ça, c'est pour l'Espagne. L'Italie aussi a débloqué un fonds exceptionnel de 3 milliards d'euros pour effacer les hausses sur les factures d'énergie. Et donc on voit que certains pays ont pris à bras le corps le problème pour essayer d'y répondre. Et là, quand on compare à ce qu'a fait la France, la seule mesure annoncée par Emmanuel Macron et son gouvernement, et vous en avez peut-être entendu parler, un chèque énergie. Bon, peut-être qu'ils vont aussi nous inventer un numéro vert juste après. Mais ce chèque énergie, il est de 100 € pour 6 millions de ménages les plus pauvres. 100 €, on n'arrive même pas à l'augmentation juste de la facture d'électricité, puisque je vous ai dit qu'en moyenne, et c'est la moyenne et la fourchette basse, ce serait au moins 150 € par an. Et ça, c'est sans compter évidemment l'augmentation du gaz, de l'essence. Bref, c'est une goutte d'eau face à l'augmentation de ces tarifs qu'on va se prendre de plein fouet. Plutôt que de jeter des cacahuètes comme le fait le gouvernement pour essayer de calmer l'incendie, au sens propre comme figuré d'ailleurs sur les tarifs de l'énergie, en réalité, on pourrait faire bien plus pour agir et répondre à la fois face à l'urgence et traiter le problème sur le moyen et long terme. Vous avez peut-être vu, ça fait des jours, nous, qu'on martèle en disant très clairement, on peut, dans l'immédiat, bloquer les prix. C'est pas un gros mot de bloquer les prix, ça a d'ailleurs été fait dans le passé. Même quelqu'un qui est un opposant politique, François Fillon, l'a fait. Ça a été fait aussi au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et on peut bloquer les prix à la fois sur l'énergie. Je pense qu'on devrait aussi le faire sur les produits d'alimentation de première nécessité parce que se chauffer, se nourrir, ça doit pas être un luxe. Et que l'État a le pouvoir de fixer un tarif maximum de l'énergie. Et il n'est pas normal que des prédateurs financiers fassent du profit pour que des gens juste puissent passer l'hiver sans avoir froid. Ça, c'est pour le court terme. Mais c'est clair qu'on peut traiter le problème sur le moyen terme pour faire en sorte que l'énergie soit accessible. Par exemple, en baissant davantage encore le taux de TVA sur l'énergie. Je pense qu'on devrait même avoir un taux de TVA à 0%, quitte à désobéir aux règles européennes. Et ça, on dit très clairement qu'on est prêt à le faire. Et puis, on propose aussi une progressivité du tarif de l'énergie. En gros, que les premières quantités d'énergie, par exemple sur l'électricité, les premiers mégawatts, ils soient gratuits, qui sont ceux de base pour se chauffer ou se faire à manger par exemple, et que si vous avez un château, un palace ou une clim ou je ne sais quoi d'autre qui bouffe beaucoup d'électricité, là que ces mégawatts-là soient plus chers et qu'une façon
de responsabiliser aussi sur l'usage, mais de rendre un montant minimum d'électricité accessible au plus grand nombre et en particulier aux ménages les plus pauvres. Ensuite, sur le long terme. Sur le long terme, il faudra régler le problème en reprenant le contrôle dans le domaine public du secteur de l'énergie, en actant très clairement que la privatisation était un échec et en créant un pôle public de l'énergie pour faire en sorte que les logiques du profit ne préside pas à la vente de l'énergie aux ménages. Ça, c'est côté distribution de l'énergie. Il faut aussi faire en sorte qu'on ait besoin de moins d'énergie, et ça passe par rénover les millions de passoires thermiques en France et aider tous les ménages qui n'ont pas les moyens de faire en sorte que leur logement soit suffisamment isolé pour pas qu'ils aient 350 € de facture d'électricité juste pour chauffer un 20 mètres carrés. Et enfin, si on veut véritablement régler le problème sur le long terme, clairement, il faudra sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, au nucléaire et au gaz d'une part et d'autre part, pour que on ait des énergies dont le prix est moins volatile. Et c'est pour ça que nous, on envisage très clairement d'accélérer la cadence pour arriver aux 100% d'énergie renouvelable. Et vous allez nous le dire, ok, super tes idées Manon, mais tout ça, ça coûte de l'argent. En vrai, l'argent, on peut le trouver, notamment en taxant les producteurs d'électricité, comme ça a été fait en Espagne. Pour vous donner une idée, les grandes entreprises multinationales énergétiques françaises comme Total, Engie et EDF ont versé près de 10 milliards, exactement 9,55 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires cette année. C'est colossal. Et si on taxait ne serait-ce que 10% de ces dividendes, vous voyez, on leur laisse 90%. Si on taxait 10%, l'État pourrait verser 273 € à chacun des 3,5 millions de ménages en précarité énergétique. Vous voyez, on est déjà à un montant beaucoup plus élevé, quasiment 3 fois plus que le chèque énergétique du gouvernement. Et oui, en faisant ces mesures, on assume aussi potentiellement de désobéir aux règles européennes, qui d'ailleurs, la même Commission européenne s'aperçoit que peut-être il faut qu'elle lâche du lest, peut-être qu'elle fasse des mesures exceptionnelles pour autoriser à aider directement les gouvernements, etc. Ce qu'elle peut faire de manière exceptionnelle, c'est bien la preuve que son système ne marche pas, et nous, on est prêt à mener le rapport de force au niveau européen. D'ailleurs, à la demande de notre groupe, on a obtenu qu'un débat se tienne au Parlement européen en session plénière la semaine prochaine. Et croyez-moi que si on était au pouvoir, on ne se contraindrait pas à ce fâcheux et à ce foutu système de la concurrence qui veut tout libéraliser, y compris ce dont on a besoin pour survivre. Et puisque je vous parle beaucoup de services publics, aujourd'hui, je voulais vous en parler d'un autre qui est lui aussi menacé et peut-être, enfin sans doute tout aussi indispensable que celui de l'énergie, qui est un service public du transport, à travers un exemple précis, qui est une ligne que je connais bien, une ligne de train entre Marseille et Nice, qui est la ligne de mon enfance, parce que comme beaucoup d'enfants de parents divorcés, je prenais le train pour aller d'un endroit à un autre. Et pour vous donner une idée, c'est une ligne qui est extrêmement chère, très vétuste. Les rames de train qui sont beaucoup datent de l'époque où moi je prenais le train quand j'étais petite, et il y avait même les vieux cendriers, enfin ça ressemble aux vieilles rames corail pour ceux qui connaissent, et assez symptomatique d'une ligne qui est pas suffisamment fonctionnelle, mais pour laquelle la seule solution qui a été trouvée, c'est tiens, idée de génie, on va privatiser, mais oui, parce que c'est sûr, le secteur privé va beaucoup mieux s'occuper de cette ligne. Et donc du coup, je vous l'avais annoncé à la dernière AQC, je suis allée à Marseille la semaine dernière, notamment rencontrer les syndicalistes du rail, qui s'inquiètent évidemment de cette privatisation à marche forcée et des conséquences que ça va avoir, puisque cette ligne Marseille-Nice fait un peu office de pilote, puisque ce serait la première ligne de TER qui serait privatisée, donc rendue aux mains du privé dans toute la France. En réalité, quand on regarde d'abord pour bien comprendre d'où ça vient et pourquoi on en est arrivé là. Je vous parle de l'Union européenne, mais les responsabilités sont multiples. D'abord, on a eu un désengagement public ces dernières années, ou presque ces dernières décennies, dans la gestion du ferroviaire régional, lié notamment aux politiques d'austérité. C'est-à-dire qu'on a donné moins de dotations aux régions qui sont en charge des transports régionaux et qui doivent se retrouver avec des bouts de ficelle à faire vivre ou survivre des lignes régionales
Tout ça étant aussi, on peut le lier évidemment, aux règles budgétaires et austéritaires européennes qui limitent à 3% de déficit, et donc c'est un moyen pour l'État de gagner de l'argent. Deuxième chose qu'on peut évoquer évidemment, si on pense à l'échelon européen, c'est la politique de libéralisation du rail, qui a commencé d'abord avec le fret. Donc on a libéralisé le fret, puis ensuite en 2016 a été votée la dernière directive qui privatise le transport de voyageurs, d'ailleurs avec le soutien à la fois d'Emmanuel Macron et de François Hollande. Et troisième niveau, qui fait qu'on en arrive là, c'est Renaud Muselier, qui est le président de la région PACA, qui est un républicain, qui lui n'a à la bouche que la privatisation, la libéralisation du rail, et qui fait en quelque sorte du zèle, c'est-à-dire qui s'empresse de mettre en œuvre la privatisation, et ce qui fait suite par ailleurs à des coupes spécifiques qui ont été faites dans le contrat avec la SNCF ces dernières années. À noter d'ailleurs que s'agissant de la directive européenne de libéralisation du rail, il y a une exception potentielle qui est prévue pour des transports spécifiques qui servent en gros les besoins du quotidien pour des voyageurs, et que ni Macron ni Muselier se sont bien gardés d'utiliser cette clause spécifique pour éviter d'avoir à libéraliser le rail. Ça vous explique pourquoi on en est arrivé là. Maintenant, quelles sont les conséquences pratiques? Dans le détail, on va avoir 163 agents qui travaillent sur la ligne Marseille-Nice, à qui on va dire « Est-ce que vous êtes volontaire pour rejoindre la nouvelle ligne privée qui sera donc donnée dans les mains d'une entreprise qui s'appelle Transdev ?» Vous voyez le type de volontariat, parce qu'en gros, s'ils répondent non, ils vont être mutés à l'autre bout de la France. Donc on veut se trouver, malgré eux, à aller à Transdev. Dans le même temps, la SNCF va créer des filiales pour d'autres lignes régionales locales, de telle sorte à mettre en compétition et à niveler par le bas les conditions sociales de travail des cheminots. Et je sais que souvent, régulièrement, on pointe les cheminots comme étant des privilégiés ou je ne sais quoi. Alors qu'en réalité, ce dont on parle ici, c'est des conditions de travail de ceux qui ont notre sécurité entre leurs mains. Je pense par exemple, parmi les trucs qu'on va leur demander, c'est réduire leur période de repos entre plusieurs trajets. C'est rogner aussi sur la sécurité des voyageurs. Et c'est un cercle sans fin. Et d'ailleurs, Transdev, l'entreprise qui va prendre la possession du Marseille-Nice, est déjà une entreprise qui est en charge d'une partie des transports en commun en région parisienne. Vous avez peut-être vu cette grève qui est menée par les salariés de Transdev en Ile-de-France qui dénoncent leurs conditions de travail. Et donc, on risque d'avoir exactement la même chose en région PACA. Au final, la libéralisation, ça n'a jamais marché. D'ailleurs, il y a un exemple qui est le plus clair et le plus symptomatique de tout ça, qui est le Royaume-Uni, qui le premier avait décidé de privatiser son transport sur rail, et finalement qui est revenu dessus et qui a dû renationaliser une partie de son réseau ferroviaire. C'est bien la preuve que ça ne marche pas, ça ne fait pas baisser les prix, ça n'augmente pas la qualité du service, ça ne renforce pas l'attractivité des transports en commun et en particulier du rail, alors qu'on en a besoin pour faire la transition écologique. Bref, tout le monde est perdant, si ce n'est une poignée d'entreprises qui se font davantage de profit. Et le problème dans tout ça, c'est que se déplacer, c'est pas un bien de consommation comme un autre. C'est pas une concurrence pour savoir si l'iPhone est meilleur que le Samsung ou je ne sais pas quoi d'autre. C'est un besoin. On en a besoin souvent pour aller travailler ou autre. Et ça doit être un service public parce que oui, l'État est le mieux à même d'organiser un réseau qui fonctionne, qui soit accessible financièrement et qui soit sécurisé pour l'ensemble des usagers. C'est pour ça que nous, on continuera à défendre un pôle public du transport. Vous allez me dire, elle nous saoule avec ces pôles publics aujourd'hui, elle nous parle d'un pôle public d'énergie, un pôle public du transport. On a encore plein d'autres idées de pôle public, mais il se trouve que ce sont deux secteurs qui nécessitent des investissements hyper importants et qui peuvent être en réalité faits que par l'État et pour lesquels la concurrence n'a littéralement aucun intérêt et surtout pas pour les usagers. Donc on le dit très clairement, il faut sortir le transport de voyageurs du marché et assumer, s'il le faut, de mener un rapport de force avec la Commission européenne qui nous dit que d'ici 2026, nous devons libéraliser notre transport de voyageurs en France. Et bien nous, si on était au pouvoir, non seulement on créerait ce pôle public des transports, mais en plus, on assumerait de mener ce rapport de force avec l'Union européenne et de dire quoi qu'il arrive, on ne respecterait pas cette règle. Je crois que c'est un beau cas d'étude, y compris pour nos amis les Verts, par exemple, qui parlent beaucoup d'écologie, mais quand il s'agit d'avoir une stratégie notamment
pour renationaliser et rendre accessible le transport en commun, on voit que c'est là où le bât blesse souvent dans la stratégie. Quant à mon Marseille-Nice, à tous ceux qui prennent régulièrement cette ligne, vous voyez certainement de quoi je parle. J'espère qu'on aura bientôt des meilleures conditions de voyage, plus accessibles financièrement et des trains plus jolis, plus confortables, en espérant qu'on y arrivera à un moment ou à un autre, quitte à le faire sans ce cher Renaud Muselier, président de la région. C'est le retour du coin des lobbies, et là on en a pas mal cette semaine. Il y a un rapport d'une ONG qui explique comment les lobbies et les grandes multinationales veulent créer ni plus ni moins qu'une justice parallèle. Les lobbies et les multinationales en rêvaient, eh bien la Commission européenne s'apprête à le faire. C'est l'ONG CEO qui le révèle, qui est une ONG qui est spécialisée sur la question des lobbies, je vous en parle assez souvent, qui révèle comment la Commission européenne envisage, à la demande des lobbies donc, de créer ce qu'on appelle des tribunaux d'investissement au niveau européen. Le principe, il est assez simple, mais très dangereux, c'est de créer une justice parallèle, donc des tribunaux devant lesquels les investisseurs, donc des grandes entreprises multinationales, pourraient traîner des États si ces entreprises estiment qu'elles sont lésées par des lois que passeraient ces États et qu'elles perdent des profits. Donc, tout simplement, elles pourraient demander aux États de rembourser les profits qui sont perdus. Pour vous donner un exemple, si l'État français, par exemple, souhaite interdire les liaisons aériennes de moins de 3 heures, 4 heures ou 5 heures s'il y a une alternative en train, les compagnies aériennes, comme Air France, pourraient décider de traîner l'État français en justice devant ce tribunal des investisseurs européens et obtenir une compensation sur les profits perdus. Si on voulait taxer les profiteurs de crise, Bernard Arnault et tous ses petits copains et LVMH par exemple pourraient là aussi se retourner et obtenir un dédommagement. Et donc, le pire dans tout ça, c'est que c'est une sorte à la fois d'assurance vie des profits des multinationales qui sont garantis quasiment de manière éternelle, et puis évidemment, ça pose une question démocratique majeure. Comment des entreprises pourraient faire la loi, ou plutôt empêcher des États de faire la loi, là où en fait, ils sont tout simplement ces États à l'expression d'une volonté populaire. Et évidemment, tout ça, ça a été poussé par des lobbies, notamment des entreprises françaises. On retrouve le CAC 40 et son bras droit, qui est l'AFEP, qui est le groupe qui regroupe toutes les grandes entreprises, je vous en parle assez régulièrement. On retrouve aussi EDF, Veolia, bref, que des grandes entreprises qui sont derrière et qui essaient de protéger leurs profits juteux et qui globalement font du chantage à l'emploi et à l'impôt, qui est la technique assez classique des lobbies au niveau européen. Et le plus fou dans tout ça, c'est que la Commission européenne serait prête à leur accorder ce cadeau et donc à protéger ad vitam aeternam ces investissements au niveau européen. On attend, et pour le moment c'est des indications qu'on a eues dans ce rapport, on attend de voir s'il y aura effectivement une proposition législative de la part de la Commission européenne. En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour se battre pied à pied contre ces tribunaux qui existent déjà dans les accords de libre-échange et qu'on a déjà largement dénoncés, parce que en réalité, ce ne sont pas les actionnaires qui ont besoin de protection, ce sont les travailleurs, c'est la planète et l'écologie qui ont besoin de protection. Et les actionnaires sont largement déjà protégés financièrement au vu des dividendes qu'ils reçoivent. Et donc, nous, on continuera à défendre à la fois la souveraineté des États, mais aussi l'égalité des droits, parce qu'il n'est pas normal qu'on crée un système de justice parallèle pour ces investisseurs et ces grandes entreprises, quand nous tous, par exemple, nous sommes soumis au droit national. Et donc, les lobbies sont de nouveau à l'offensive, vous pouvez compter sur nous pour nous battre. Et puisque je parle de lobby à l'offensive, je voulais aussi mentionner, vous avez peut-être entendu, je vous en avais parlé il y a quelques temps, on continue à dénoncer régulièrement les conflits éthiques au sein des institutions européennes et vous dire qu'on en est à plus de 100 conflits éthiques qui sont en gros des conflits d'intérêts, etc., qu'on a collectés, dont on a pu être le témoin depuis le début du mandat. Et donc on s'est dit qu'à cette occasion, on allait lancer un petit concours des lobbies de fin d'année. Allez, affaire à suivre, je vous en dirai bientôt plus, mais croyez-moi que dans ce concours-là, il y aura de la concurrence. C'est la fin de ce 69e épisode de L'Aubry qui court. Merci à vous toutes et vous tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager autour de vous, mettre des petits pouces comme ça si vous l'avez bien aimé sous la vidéo, et puis à vous abonner à la page YouTube si c'est la première fois
fois que vous passez par là et que vous passez par YouTube. Même si vous passez par Facebook, vous pouvez vous abonner à la page YouTube. Et puis n'hésitez pas à nous faire des retours. Moi, la semaine prochaine, je vais en session plénière à Strasbourg. On a un mois d'octobre assez chargé puisque ensuite, je vais aller à nos journées d'études de notre groupe en Slovénie qui occupe actuellement la présidence de l'Union européenne. J'aurai l'occasion de vous reparler de la Slovénie parce que pour le coup, on a un pouvoir d'extrême droite actuellement au pouvoir. Et ensuite, on va retourner en session plénière à Strasbourg. Et enfin, j'irai aussi à la COP à Glasgow pour, vous savez, ce rendez-vous annuel sur le climat au niveau international. Bref, pas mal de déplacements, pas mal de choses. Je sais pas trop quand est-ce qu'on va réussir à caler un tournage de l'AQC, mais on essaiera un maximum pour vous débriefer tout ça dans le courant du mois d'octobre. Et puis en attendant, prenez soin de vous, mobilisez-vous. Il y a une manifestation pour justement après la mise en œuvre de la terrible réforme de l'assurance chômage et pour défendre nos droits sociaux mardi prochain dans la rue. J'espère que vous y serez nombreux. Et puis nous, on va continuer la bataille pour une campagne présidentielle qui s'annonce mouvementé, mais on est prêt à mener cette bataille-là. Et puis en parlant de campagne présidentielle, on a vu que Jean-Luc a été un fort et beau rempart face à l'extrême droite dans le débat face à Zemmour. Du coup, je voulais vous remettre la petite chanson de Michel Fugain qui date un peu, qui s'appelle La Bête Immonde, pour rappeler de quoi est le nom l'extrême droite. Allez, prenez soin de vous, à très vite. Elle est vivante, elle a encore la haine au ventre, la rage au corps, la bête immonde. Qu'elle tourne au loin comme un vautour, ou rampe et ronge tout autour. Depuis le temps qu'elle fait le trou de sa tanière grise, là-bas, ici, partout, au cœur de chacun de nous. Elle est l'enfant que la bêtise a conçu avec l'ombre. La bête immonde.